La communication que vous allez écouter a été prononcée par Madame Isabelle Fouchard, chargée de recherche en droit au CNRS, Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Madame Fouchard est codirectrice du projet ANR sur les violences sexuelles et enfance en guerre. Il s'agit de la sixième communication de la table ronde intitulée Faire face aux facteurs de violence sexuelle liés au conflit, approche centrée sur les survivants en matière de justice, de réparation et de soutien. Cette table ronde a été organisée conjointement par Université Côte d'Azur, Bibliothèques sans frontières, le Bureau de la représentante spéciale des Nations Unies pour la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit et la ville de Paris. Elle s'est tenue à l'Hôtel de Ville de Paris le 27 novembre 2025. Je vous remercie immédiatement, ainsi que l'ensemble des organisateurs pour, avant tout pour permettre, cette journée d'avoir organisé cette journée et de permettre ces échanges, aussi riches qui est absolument essentiel, à mon sens. Merci également, de me permettre de présenter le projet Violences sexuelles et enfance en guerre, donc financé par l'Agence nationale de la recherche et qui a, réuni depuis fin 2022 une équipe pluridisciplinaire de juristes, de psychologues, de médecins, d'historiens, autour de cette question. Je tiens à mentionner mes complices, Bérengère Taxil, qui est professeure à l'université d'Angers et membre de la chaire Mukwege, et Coralie Klipfel, qui est maître de conférence à l'INALCO, avec lesquels nous avons organisé le 4e congrès annuel de la chaire internationale Mukwege en juin 2024 à l'université d'Angers. Et j'ai disposé là l'ouvrage qui n'est pas encore en librairie, mais que vous pouvez consulter, qui découle de ce colloque. Donc, des contributions interdisciplinaires sur cette question des violences sexuelles commises contre les enfants en guerre avec alors à la fois l'objectif du projet, mais aussi l'objectif de l'ouvrage, mettre en lumière la diversité des formes de préjudice subies par les enfants en lien avec des violences sexuelles en temps de guerre, et puis tenter de proposer des pistes pour une meilleure prise en charge des enfants survivants, en insistant notamment sur la nécessité d'une justice adaptée et d'une réparation holistique pour prévenir, punir et réparer ces crimes. J'ajouterais aussi que 2 livrets à destination du grand public, ou en tout cas du public le plus large possible sur ces thématiques, devraient paraître dans les prochaines semaines en accès libre, gratuit sur le site du projet VSEG. L'un sur droit international face aux violences sexuelles contre les enfants en guerre, et l'autre spécifique à la situation des enfants nés du viol de guerre. Voilà pour l'information, le partage d'informations sur le projet VSEG. Ce matin, brièvement, j'aimerais retracer rapidement les points saillants, lacunes et défis du droit international face au VSEG. Pour gagner du temps, je vais peut-être aussi parler de VSEG, violences sexuelles et enfance en guerre. D'abord, comment protéger les victimes, responsabiliser les auteurs, et puis enfin réparer les survivants. Ce sera mes 3 points. Protéger, alors elles ont été abordées ce matin. Les violences sexuelles en temps de guerre sont variées: viol, mariage forcé, esclavage sexuel, grossesse forcée, etc. Utilisées comme stratégie de guerre, on en a parlé, pour terroriser, contrôler ou faire fuir des populations, avec des effets dévastateurs, évidemment, sur l'intégrité physique et psychique des victimes directes, mais également leurs proches, leur communauté et le tissu social dans son ensemble. Alors évidemment, quand elles affectent les enfants, c'est nécessairement de manière spécifique, en raison de leur particulière vulnérabilité. Ils peuvent être victimes directes, ils peuvent être témoins, notamment de violences sexuelles que subiraient leurs proches, ou indirectement affectés par ces violences, avec des conséquences physiques, psychologiques, sociales, de développement et désormais reconnues transgénérationnelles. Et la secrétaire générale adjointe, Pramila Patten, a rappelé les chiffres ce matin: près de 40% des violences sexuelles en guerre sont commises contre des enfants. Et s'il est besoin de le rappeler, quand on parle d'enfants, il s'agit juridiquement de personnes âgées de moins de 18 ans, mais qui inclut aussi de très jeunes enfants, parfois de quelques mois seulement.
Donc, comment le droit international peut protéger ces enfants, prévenir ces violences? On en a un petit peu parlé, en fait, tout amenait, tout a un peu préparé la présentation, du coup, je vais essayer de faire plus courte. Le droit, 3 branches du droit international peuvent être mises en jeu. Le droit international des droits humains, on vient d'en parler, qui garantit des droits fondamentaux applicables à tous, avec des protections spécifiques pour les enfants. C'est le cas au niveau international avec la Convention relative aux droits de l'enfant de 89, ratifiée par l'ensemble des États, et c'est une spécificité, dont les articles 19 et 34 mentionnent explicitement l'obligation des États de protéger les enfants contre les violences sexuelles. On a également le droit international humanitaire, qui comporte peu de dispositions spécifiques aux enfants, mais protège les civils, parmi lesquels les enfants, en temps de conflit armé, et interdit les violences sexuelles. Et puis on a le droit international pénal, qui réprime les crimes internationaux, on en a parlé déjà, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression aussi, et permet à ce titre de poursuivre les auteurs de violences sexuelles constitutives d'un crime international. Théoriquement, donc, le droit international protège les enfants des violences sexuelles. Mais ces normes sont dispersées et cloisonnées, d'un corpus violences sexuelles en temps de paix, en temps de guerre, dans des instruments internationaux, dans des instruments régionaux, dans des instruments contraignants, dans des normes non contraignantes. Cloisonnées aussi. On sépare, et on l'a vu, on le voit même dans l'organisation des représentants spéciaux du secrétaire général, il y a une distinction entre protection des enfants d'un côté et puis lutte contre les violences sexuelles de l'autre. Les ponts sont en train d'être approfondis, mais néanmoins, ça reste l'approche sectionnelle d'un côté la protection des enfants et de l'autre la lutte contre les violences sexuelles. La Convention internationale des droits de l'enfant comporte des dispositions générales et ne couvre pas spécifiquement les violences sexuelles en temps de guerre. De même, elle ne crée pas d'obligation, vous en avez parlé, opposables aux groupes armés, alors même qu'ils sont les principaux, ou en tout cas d'importants responsables de ces violences. Ce qui conduit à une forme d'invisibilisation des violences spécifiques subies par les enfants qui sont déjà sous-rapportées et sous-documentées. Alors, il ne faut pas négliger une prise de conscience accrue de l'ampleur massive de ces violences sexuelles affectant les enfants, notamment par le biais du Comité des droits de l'enfant ou du secrétaire général de l'ONU, qui alerte dans son rapport de 2024, je cite rapidement, « Les cas avérés de violences sexuelles et un conflit perpétré sur la personne d'enfants ont augmenté de 25%, donc en 2024, 35% en 2025, ce qui est d'autant plus préoccupant que ces violences continuent d'être largement sous-déclarées en raison de la stigmatisation, de la peur des représailles, de normes sociales préjudiciables, de l'absence de services ou du manque d'accès à ces services, de l'impunité et des problèmes de sécurité. Tout autant de problèmes qu'on a déjà évoqués ce matin, propres aux violences sexuelles de manière générale. Le rapport de 2025 indique une aggravation encore des chiffres. Deuxième point, comment responsabiliser? Comment le droit international permet de responsabiliser? D'abord, qui sont les auteurs? Toutes les parties prenantes peuvent être impliquées, y compris les simples civils, mais le plus souvent, ce sont les combattants, membres de groupes armés organisés, mais aussi d'armées régulières. Donc, le premier type de responsabilité auquel on pense, c'est la responsabilité pénale des individus, celle des auteurs des violences sexuelles. Elle est en évolution, mais elle reste difficile à mettre en œuvre. Ces crimes peuvent être jugés au niveau national comme international. Comme Sophie Avar l'a rappelé ce matin, les violences sexuelles peuvent constituer des crimes internationaux parmi les plus graves, en ce qu'elles peuvent désormais, selon les contextes et évidemment à certaines conditions juridiques, entrer dans la qualification des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou du génocide. La jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda a élargi, a établi des définitions précises des violences sexuelles et a élargi les types, les formes de violences sexuelles. Et ces avancées ont été intégrées dans le statut de Rome et la jurisprudence de la CPI. Mais là encore, rien de spécifique aux enfants en matière de violences sexuelles. Au mieux, la qualité, l'âge de la victime va être prise en compte au titre
des circonstances aggravantes qui vont agir sur le quantum de la peine, mais ça n'en fait pas un crime spécifique. Et puis, les difficultés d'engagement de la responsabilité pénale, mais qui sont communes aux autres crimes internationaux, à savoir principalement la pluralité des auteurs. Dans un crime de masse, la pluralité des auteurs et la difficulté de recueillir des preuves, même si pour les violences sexuelles, il y a des difficultés supplémentaires. Et les pistes envisageables, et c'était assez frustrant dans le cadre du projet, les pistes envisageables, finalement, ne sont pas non plus propres aux violences sexuelles, mais plus largement aux crimes internationaux et encore moins aux violences sexuelles contre les enfants. Pardon, j'essaye d'aller vite. Donc, les pistes en termes de responsabilité pénale, retenir des formes élargies de complicité. C'était le cas avec l'entreprise criminelle commune du temps des tribunaux pénaux internationaux ou la coaction devant la Cour pénale internationale qui permet de retenir la responsabilité d'un membre d'un groupe dès lors qu'il a participé en conscience à une action collective qui a donné lieu au crime en question. L'autre levier, la responsabilité du supérieur hiérarchique qui permet d'engager la responsabilité du supérieur qui n'aurait pas prévenu les crimes commis par ses subordonnés ou puni ou remis à la justice ses subordonnés. Donc, comme un levier pour que lui assure le respect par ses subordonnés, par les soldats, du droit international humanitaire. On a un petit peu parlé de la responsabilité des groupes armés organisés qui n'ont pas une personnalité juridique en droit international en tant que tel, donc dont la responsabilité en propre ne peut être engagée. Celle des États, elle a été évoquée aussi tout à l'heure, elle est extrêmement complexe et difficile à prouver. Les États peuvent voir leur responsabilité internationale engagée du fait du comportement de leurs organes qui les engagent internationalement, ou pour leur inaction face à la commission de crimes alors qu'ils ils ont l'obligation de prévenir ces crimes, selon les règles classiques de la responsabilité des États. Mais les obstacles sont classiques également. Il y a les carences des systèmes juridictionnels des États en guerre, notamment en termes d'indépendance pour pouvoir engager la responsabilité de l'État. L'immunité des États, on en a parlé aussi, devant les juridictions étrangères. Et devant les juridictions internationales, la nécessité de prouver un lien étroit entre l'État et les crimes commis. Et puis, quand bien même on imagine que cette responsabilité de l'État soit engagée, ça ne garantit pas encore la réparation des préjudices subis, ce qui m'amène à mon troisième point. Alors évidemment, une première question, c'est comment réparer les préjudices causés à un enfant qui a subi directement ou indirectement des violences sexuelles en temps de conflit. Alors il y a des évolutions positives. D'abord, la reconnaissance des préjudices subis par les enfants est en évolution. On inclut désormais les dimensions psychologiques, sociales, notamment dans la jurisprudence de la Cour pénale internationale, qui a reconnu, alors je vais aller rapidement, mais les enfants nés du viol comme des victimes directes des crimes depuis 2021, dans l'affaire Ntakanda, que je cite à court, puisque le préjudice qu'ils ont subi résulte directement de la commission des crimes de viol et d'esclavage sexuel, ils doivent être considérés comme victimes directes. C'est une jurisprudence qui a été confirmée depuis. L'autre point, l'autre avancée considérable, c'est la reconnaissance du préjudice transgénérationnel, qui est défini comme un phénomène de transmission par les ascendants aux descendants d'une violence sociale ayant des conséquences traumatisantes pour ces derniers. Dès lors, c'est reconnaître que les enfants peuvent être considérés comme victimes lorsqu'ils subissent des atteintes psychologiques, sociales ou identitaires résultant de violences subies par leurs parents. Un autre point de progrès, c'est la prise en compte de l'intersectionnalité, qui semble essentielle pour comprendre les effets cumulés des différentes formes de vulnérabilité et la manière dont les préjudices s'articulent, se renforcent et affectent différemment les enfants selon leur genre, leur origine, leur situation sociale ou encore leur place au sein du conflit. J'aurais envie d'ajouter leur âge, parce que évidemment, selon leur âge, les enfants ne présentent pas leur âge et leur maturité ne présentent pas la même forme de vulnérabilité. Là encore, des obstacles, malgré les évolutions. Des obstacles juridiques. Le lien opéré qui persiste entre
établissement de la responsabilité pour un crime et la réparation. Donc ça fait peser sur la réparation les obstacles qui pesaient sur l'établissement de la réparation dont je parlais précédemment. Après, un autre et qui nous a semblé extrêmement important, et là, avec tout l'importance de l'apport des psychologues dans le projet, les questions liées à l'inadéquation de la procédure judiciaire à la participation des enfants. Ou plus exactement, on est arrivé un petit peu là, l'incapacité des adultes à accueillir des adultes, du processus judiciaire, à accueillir la parole des enfants et à adapter la procédure à leur niveau de maturité. Ce qui renvoyait à la question de l'agentivité. Comment les enfants, on parlait de ça tout à l'heure, pour les femmes survivantes, les survivants et survivantes des violences sexuelles, comment rendre acteurs les enfants de ce processus de justice sans évidemment les revictimiser. Et ça, c'est vraiment des questions qui nous semblent essentielles. Et puis des obstacles pratiques. L'effondrement des structures étatiques, police, justice, hôpitaux, en contexte de conflit, qui nuisent évidemment à la prise en charge des victimes, les victimes adultes, et a fortiori les victimes enfants qui sont complètement dépendants des adultes pour pouvoir leur faire accéder à la prise en charge. Et puis, avant même cela, les silences autour de la violence sexuelle, les tabous sociaux, les risques d'ostracisation dont on a parlé, de rejet par la famille, de double peine de rejet par la famille et la communauté. Des modalités, je vais abréger, je vais tout à fait abréger. J'arrivais à des modalités de réparation qui, pour l'heure, sont inadaptées. Et là, aussi, cette nécessité de penser les réparations pour, et donc aussi avec les enfants, parce qu'il y a évidemment là aussi cette médiatisation par l'adulte référent, et quand il y a réparation, ce qui est rare, le fait que la réparation ne bénéficie pas forcément directement à l'enfant et n'est pas adaptée à ses besoins spécifiques du moment. Et puis, évidemment, la préconisation dans la droite ligne des travaux de la chaire Mukwege de l'hôpital de Panzi, etc., d'une prise en charge holistique des enfants victimes, incluant des soins médicaux, psychologiques, des mesures éducatives et un soutien social de l'enfant et de ses proches. Là aussi, en remettant l'accent sur l'interdépendance entre, bien souvent la mère, mais en tout cas les adultes référents et les enfants. Je conclus. Je suis la pessimiste de la bande. On est 3, je suis la pessimiste, c'est ce que je disais à Jean-Christophe Martin. Mais il faut admettre qu'il y a eu des évolutions. Le droit international évolue. Si on regarde sur le temps un petit peu long, il y a énormément de progrès à noter, y compris sur la question des violences sexuelles contre les enfants. Mais très clairement, le problème n'est pas au niveau des normes, n'est pas au niveau du droit international. On a tout ce qu'il faut pour protéger, responsabiliser et réparer. La question, c'est qu'il faut appliquer le droit. Voilà, pour le mot de la fin.